résumé et analyse des scènes. Scène 12. Créon propose à Antigone de faire disparaître les gardes et de la sauver à condition de se taire et de ne plus recommencer. Mais Antigone insiste sur son intention de recommencer et d'enterrer entièrement le cadavre de son frère. Au début, Créon pense qu'Antigone a fait cet acte parce qu'elle croit qu'elle est princesse et donc personne n'aura l'audace de la punir, mais après il comprend la nature tragique de sa nièce, car il vient juste de se rappeler son père Édipe, et il sait son orgueil et son entêtement devant le destin et la fatalité. Maintenant, tout est clair pour lui. Antigone est une fille tragique comme son père, et personne ne peut l'arrêter sauf la mort. D'ailleurs, l'enterrement de son frère n'est qu'un prétexte pour elle. Créon fait un grand effort pour convaincre sa nièce, mais en vain. Il essaye de lui expliquer sa conception simple et efficace de la politique. En fait, il est là pour sauver Thèbes qui est comparé à une barque prise par les vagues, c'est-à-dire les révoltes et les complots. Pour lui, il faut être réaliste et fiable en préférant l'intérêt national à l'intérêt personnel, contrairement à Antigone et à son père qui se croient des héros et des êtres invincibles par le destin qu'ils affrontent. Certes avec courage et bravoure, mais ce combat inégal leur coûte la mort et cause des blessures pour toutes les générations. Créon a ajouté qu'Antigone est jeune, belle et fiancée d'Aimon, qu'il aime et donc elle doit profiter de cet avantage et profiter de la vie. Il lui apprend que ce cadavre n'est pas forcément celui de Polynice, car pour lui, l'un ne valait pas mieux que l'autre. Par contre, les deux sont deux crapules, deux ingrats qui méritent la mort. Il fut obligé d'enterrer l'un et d'en priver l'autre pour apaiser la colère de la population. C'est une question de politique seulement. Ensuite, il lui révèle comment il se trouvait un jour roi de Thèbes sans le vouloir, car les circonstances l'obligent à s'accaparer du pouvoir et à dire oui, même si cela n'est pas toujours facile. C'est un mauvais rôle qu'il faut assumer. Créon peut sauver Antigone si elle le veut, mais si elle s'entête à transgresser sa loi, elle la tuera parce que c'est son rôle, peu importe la famille et les proches. Devant tous les arguments de Créon, Antigone est très attachée à ses idées. Elle oppose à Créon sa propre vision de la vie et de l'homme. Selon elle, il faut avoir des idées et mourir pour elles, car ce serait une lâcheté de renoncer et de dire oui, par crainte d'affronter les périls. Mais, par contre, il faut dire non et se sacrifier. La seule vérité à laquelle elle croit, c'est qu'elle est là pour contrarier Créon et mourir. Certes, Antigone voudrait vivre, et elle aussi aime la vie, mais elle sait qu'elle n'a pas de choix que de mourir. Même Créon la conseille de savoir pourquoi au moins voulait-elle mourir, et il lui raconte une histoire pour l'avertir sur l'absurdité de son acte. Il s'agit de l'histoire de ses deux frères avec leur père. Polynice frappait souvent son père Édipe lorsqu'Antigone avait à peine 2 ans et lui soutirait de l'argent. Étiocle a même tenté à maintes fois de tuer son père et de vendre Thèbes aux étrangers. Pour Créon, ces deux ingrats ne méritent pas un tel sacrifice, ce serait une mort gratuite et absurde. Antigone paraît être émue par cette histoire, l'histoire racontée par Créon. Elle commence à se sentir apaisée, presque convaincue. Elle hésite devant son oncle qui triomphe un moment. Mais le mot bonheur a mis Antigone en colère et c'est ici qu'elle a repris sa force et crie contre Créon l'indignation et la haine qu'elle ressent à la politique lâche des hommes. Scène 13. Ismène veut elle aussi enterrer son frère et mourir, mais Antigone le lui interdit, car l'affaire est presque terminée et la tâche est devenue facile. En plus, le choix est déjà pris. Dès le début, Antigone a choisi la mort et Ismène a choisi la vie. Scène 14. Après avoir échoué à la convaincre, Créon décide enfin d'appeler les gardes et d'emmener Antigone en attendant le moment de la faire mourir. Le cœur intervient et demande à Créon de ne pas tuer Antigone car ce n'est qu'un enfant. Contexte de la scène 15. Aimon aimait Ismène au début,
Mais un jour, sans savoir pourquoi, il demanda à Antigone si elle voulait l'épouser, et celle-ci a dit oui, sans même réfléchir. Malheureusement, cette décision lui coûterait la mort seulement. Dans cette scène, Aimon accourt vers son père pour le supplier de protéger sa fiancée et ne pas la faire mourir si vraiment il l'aime, comme un fils digne de son père. Le cœur intervient une autre fois et conseille Créon de ne pas tuer Antigone. Il lui propose de dire qu'elle est folle, de l'enfermer. Aimon aussi sollicite l'aide de son père Créon, mais celui-ci refuse car pour lui c'est Antigone elle-même qui est la responsable de la mort. Maintenant, Thèbes sait ce qu'elle a fait et attend le châtiment. Sinon, Créon serait accusé d'avoir épargné sa nièce. D'ailleurs, c'est la loi, et il ne peut rien pour elle. Donc, il incite son fils au courage et à accepter la réalité. Mais Aimon ne croit plus aux explications de son père, qui lui paraît impitoyable et sévère. Scène 16. Aimon est sorti agité et en colère. Le cœur demande à Créon de faire quelque chose, mais celui-ci ne peut rien faire. Scène 17. Les habitants de Thèbes se poussent devant les portes du palais réclamant la justice et l'exécution d'Antigone, qui demande à Créon d'éloigner les gens loin du palais pour ne plus les voir. Scène 18. Antigone est seule avec le garde, c'est l'occasion de discuter avec quelqu'un. Elle l'interroge sur la mort et si vraiment on souffre lorsqu'on meurt. Le garde, c'est lui qui l'a arrêté, insoucieux aux peines d'Antigone, lui parle de son métier. Enfin, Antigone donne au garde une bague et il le prie de rédiger une lettre qu'il remettra à quelqu'un après sa mort. La lettre est adressée à Aimon, où elle demande pardon des malheurs qu'il a dû causer à Aimon et à toute Thèbes. Elle avoue l'absurdité de son acte et comment elle n'a pas compris que la vie est belle. Cette scène montre une fille sensible qui regrette son hardiesse et qui même n'arrive pas à saisir pourquoi elle cherche la mort. C'est la réalité des héros tragiques qui sont à la fois coupables et innocents. Scène 19. Le chœur entre et affirme que tout est fini pour Antigone. Scène 20. Le messager entre et raconte la scène de la mort d'Antigone. Dans la tragédie, le messager a toujours comme unique rôle de rapporter la mort du personnage principal, car la règle de la bienséance interdit de présenter le sang ou bien les scènes de violence sur la scène. Selon le messager, on vient de mettre Antigone vivante dans un trou. Ici, la fille d'Édipe s'est suicidée avec les fils de sa ceinture dans le tombeau. Aimon se poignarde à son tour auprès de sa fiancée. Scène 21. Créon est seul au palais. Le cœur lui apprend que sa femme aussi s'est suicidée lorsqu'elle a appris la mort de son fils Aimon. Malgré la solitude et la fatigue, Créon continue sa besogne de gouverner les gens. Il conseille son page de ne plus grandir ni de savoir, car ce serait sûrement la cause des ennuis. Scène 22. Le chœur avance et informe les spectateurs de la fin de l'histoire. Thèbes est calme après la mort d'Antigone. Les gardes reprennent leur jeu pendant que le rideau se lève.